Formidable. Bonjour à tous et à toutes. On va reprendre. J'espère que la pause café, petit croissant et brochette de fruits vous a été. Alors, nous allons parler d'un point plus spécifique et qui a été très favorablement investi par les équipes d'obésité. Depuis 2018, on a donc cette loi de financement de la sécurité sociale qui a introduit dans son article 51 un dispositif permettant d'expérimenter de nouvelles organisations de santé reposant sur des financements inédits. Et aujourd'hui, on vous propose de vous présenter pas nous, les présentateurs vont vous présenter 4 actions en faveur des personnes en situation d'obésité qui s'inscrivent dans le cadre de cet article. Voilà, merci Marie. Donc il y a 2 communications pédiatriques et 2 communications adultes. Donc je présenterai les 2 communications pédiatriques. La première, c'est Catherine Terraz, le docteur Catherine Terraz, donc, qui est médecin et qui, pour la moitié de son temps, est engagée à Obépédia. Elle va bien sûr vous dire de quoi il s'agit. À 50% à Robert Debré, à 50% à Trousseau. Et pour les 50 autres % de son temps, elle est au REPOP et donc à l'hôpital Trousseau. Donc elle a 3/4 du temps à Trousseau et 1/4 du temps à Robert Debré. Et elle est formidable. On est très très content de l'avoir. Et je la laisse donc présenter. Merci beaucoup. Voilà, donc je vais vous présenter l'expérimentation Obépédia 1 an après le début des inclusions. Donc très très rapidement, pour vous rappeler dans quel cadre Obépédia s'inscrit dans un article 51. Donc il permet de mettre en œuvre un modèle de financement dérogatoire de prestations de soins avec des forfaits dérogatoires, notamment pour des prestations habituellement non remboursées par l'assurance maladie dans le champ de la diététique, de l'activité physique adaptée et d'autres axes qu'on juge utiles pour les patients. C'est une organisation innovante dans le sens où c'est un parcours personnalisé de soins de 2 ans pour des enfants en situation d'obésité sévère et complexe qui ne bénéficient jusque-là pas de parcours dédié. Et ce parcours est coordonné au sein d'un système d'information qui est mis en œuvre par un prestataire qui s'appelle Avitam, donc qui est une plateforme sécurisée données de santé qui permet aux professionnels de soins de coordonner leur travail autour des patients. Alors très très rapidement, Obépédia, c'est une expérimentation nationale. 9 régions sont impliquées et en Île-de-France, 2 CSO, le CSO Île-de-France Centre et le SINFO. Et pour chacun de ces CSO, 2 services de pédiatrie, le service de nutrition gastro-entérologie pédiatrique donc du professeur Tougnan à l'hôpital Trousseau et le service d'endocrinologie diabétologie pédiatrique du professeur Carrel à l'hôpital Robert Debré. Chaque enfant du parcours bénéficiera d'un financement, enfin d'un niveau de financement équivalent à 3 000 €. Et nous comptons sur les 4 années de l'expérimentation évaluer entre 60 et 100 enfants. Donc après 1 an d'inclusion, je pense qu'on sera dans la fourchette. Et plus exactement, je pense autour de 70-75 enfants. Donc les enfants bénéficient d'un financement par le FIS des parcours, des prestations de soins qui sont financées par l'assurance maladie. Et puis la coordination bénéficie d'un financement par l'ARS au titre du FIR, donc qui a commencé en 2018 et qui est renouvelé tous les ans jusqu'à la fin de l'expérimentation en 2025. Donc les objectifs du parcours Obépédia sont triples. Donc en amont de ce qui est véritablement soins dédiés, il y a vraiment l'objectif d'améliorer les pratiques professionnelles et de structurer l'offre de soins avec un partage, une organisation partagée, une coordination entre les professionnels de soins. Pour les patients eux-mêmes, bien sûr, on veut améliorer leur santé, alors sur des critères très quantitatifs, mais aussi sur des critères qualitatifs. Et puis, le 3e objectif de l'expérimentation est, in fine, au-delà d'améliorer la santé et l'inclusion sociale des patients, rationaliser leur demande de soins, c'est-à-dire leur avoir appris un certain nombre de choses au cours du parcours, leur avoir permis d'acquérir un certain nombre de compétences adaptatives
sur l'auto-évaluation, le repérage des personnes ressources autour d'eux et puis l'anticipation et l'évitement des situations complexes, difficiles pour eux. Alors le parcours ressemble à ça. Donc ça, c'est un parcours pour un enfant. Il s'étale sur 2 ans, différentes phases. Et autour de l'enfant s'articulent un certain nombre de professionnels de soins, des professionnels du CSO lui-même, dont je fais partie, et des professionnels de proximité, parmi lesquels alors on les identifie sous le terme de PS1, PS2, ça peut être des diététiciens, des enseignants d'activité physique adaptée, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais tout autre professionnel qu'on estime utile pour intervenir dans des situations spécifiques. Je pense à des psychomotriciens, par exemple, des ergothérapeutes. Bien sûr, il y a le médecin traitant de la famille qui est là. Et un des professionnels de soins qui va intervenir dans ce parcours va avoir une mission très particulière de coordination. On l'appelle le coordinateur de proximité. Donc, c'est un acteur de proximité qui va, en plus du soin qu'il va prodiguer pour le patient, eh bien, faire en sorte que l'information circule entre les professionnels de soins et entre les professionnels de soins et la famille pour que l'ensemble des soins donnés, des prestations réalisées soient synergiques et efficientes. Et tous ces professionnels de soins, bon, il y a un certain nombre d'attendus en termes de quantité de rendez-vous à réaliser tout au long du parcours en fonction des phases intensives ou des phases d'accompagnement. Les enfants vont être vus 3 fois en hôpital de jour dans les hôpitaux, dans les CHU, au départ à mi-parcours et en fin de parcours. Et c'est à ce moment-là qu'on recueille les données de santé qualitatives et quantitatives qui vont permettre l'évaluation de l'expérimentation in fine. Donc les équipes qui travaillent, alors ça c'est un petit peu l'écosystème d'Obépédia, donc on a les 2 équipes hospitalières, à Trousseau et à l'hôpital Robert Debré, chapeautées à Trousseau par le professeur Béatrice Duberne et à l'hôpital Robret par le docteur Jean-Paul de Filippo. Moi, je suis la coordinatrice CSO et donc je fais l'interface entre on va dire, l'hôpital et la ville. Ce petit pôle est le pôle patient, famille, professionnel de soins, donc toute une équipe centrée autour de la famille, coordonnée par le coordinateur de proximité avec qui je discute très, très régulièrement et je fais des synthèses avec lui sur les situations des patients. Dans cet écosystème d'Obépédia, bien sûr, il n'y a pas que les expérimentateurs et les porteurs, il y a bien sûr les financeurs avec l'ARS Île-de-France et la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, et bien sûr, in fine, les évaluateurs qui appartiennent à des cabinets de consultants. Et il y a un élément qui est relativement important dans cet écosystème, c'est la structure concentratrice, puisque ces professionnels de soins, à part les médecins traitants, ne peuvent pas être payés directement par l'assurance maladie. Donc tout ce qui est dérogatoire et qui est payé par l'assurance maladie va passer à travers une structure concentratrice qui donc perçoit et reverse les prestations dérogatoires expérimentales aux professionnels de soins qui ne sont pas reconnus aujourd'hui comme, enfin aux professionnels de soins qui ne sont pas reconnus comme professionnels de soins par l'assurance maladie, de facto. En termes d'inclusion, voilà un petit peu où on en est. Alors, on est dans la cible que je vous ai citée tout à l'heure. Nous avons réalisé 13 bilans dans chacun des 2 services hospitaliers. Nous avons des bilans programmés d'ici la fin de l'année et puis d'autres bilans à programmer qui vont venir enrichir la cohorte Obépédia en Île-de-France. Alors pour revenir un petit peu sur tous les enjeux identifiés au bout d'1 an d'inclusion, eh bien c'est effectivement qu'on en a beaucoup parlé de la formation des expérimentateurs libéraux. Effectivement, ça nous semble véritablement fondamental. Beaucoup de professionnels de proximité, libéraux, ont encore beaucoup d'idées reçues sur l'obésité pédiatrique. Et je pense que ça va être, dans le cadre d'Obépédia, mais je pense plus largement dans ce qui a été présenté tout à l'heure,
faire un petit peu évoluer la connaissance et la formation des professionnels de soins en ville sur l'obésité pédiatrique. Alors aujourd'hui, notre SI n'est pas encore complètement finalisé. Je vous ai dit que c'était un des axes importants dans la coordination du parcours, de disposer d'une plateforme sécurisée centrée santé de données. Nous avions fait le choix en Île-de-France avec d'autres régions expérimentatrices de faire appel à un prestataire. Donc la mise en place de la plateforme m'a mis pas mal de temps à se réaliser. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, comme elle n'est pas encore complètement fonctionnelle, on a un retard au recueil des données. Et pour trouver du bien dans le mal, et ça sera peut-être un élément de partage intéressant avec les autres expérimentations qui n'ont pas débuté, c'est que finalement, cette plateforme qui est fondamentale, nous, on la voit, puisqu'on on finalise les phases de test avec des vrais patients. On voit bien que finalement, c'est utile d'avoir des vrais patients à tester pour qu'elle fonctionne véritablement bien dans sa phase opérationnelle. Donc, on est en retard, mais c'est peut-être pas si mal que ça pour qu'elle soit développée de façon idéale. Alors, il y a un gros enjeu aussi dans l'expérimentation et dans le parcours Obépédia, c'est la coordination de proximité. Je vous ai parlé de ce professionnel qui a pour mission spécifique, en plus de délivrer du soin, de coordonner les professionnels de proximité. Alors cette mission, elle n'est pas facile à mettre en place et à développer sur le terrain. Parce que je pense qu'à la base, elle n'est pas extrêmement... elle est définie, mais entre la définition empirique et sa déclinaison pratique, eh bien, il y a beaucoup de travail. Donc ces professionnels de soins, en plus, qui sont souvent tout seuls sur le terrain, peuvent avoir du mal à s'approprier ce que c'est que cette coordination de proximité. Alors bien sûr, nous, on est là pour les aider, mais sur 60 parcours ou 60-70 parcours, ça fait 60-70 coordinateurs de proximité. Ça fait beaucoup de personnes à former. Mais c'est un enjeu passionnant et extrêmement utile. Dans ce parcours de proximité, les médecins libéraux, ça c'est après avoir discuté avec mes collègues des autres régions, on a l'impression que c'est un petit peu difficile de dire ça, parce que moi je suis moi-même un médecin généraliste, donc de dire ça de moi, ça me fait un petit peu mal au cœur, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils sont des fois un petit peu le cheveu sur la soupe dans ce parcours. Alors je ne sais pas à quoi c'est lié, peut-être à leur cadence de travail, à leur agenda, à leur organisation de travail, mais ils sont souvent peu disponibles pour participer aux réunions de coordination. Ils ont des idées très arrêtées sur ce que c'est que l'obésité pédiatrique, et finalement je trouve qu'ils sont assez peu ouverts et assez peu enclins à se remettre en question parfois. Donc quand ils sont ouverts et véritablement sensibilisés à changer leurs pratiques et avoir envie de changer leurs pratiques, on tombe sur des perles. Et puis parfois, souvent, j'ai l'impression que c'est plus souvent que parfois, des boulets à traîner dans les parcours. Ça me fait mal au cœur de le dire, mais je préfère être honnête. Et puis, on a affaire dans ce parcours dédié aux enfants en situation d'obésité sévère et complexe, on a affaire à des familles qui ont souffert du soin qu'on leur a proposé, qui ont été éloignées du soin ou qui sont récalcitrantes aux soins, je ne sais pas, peut-être l'ensemble des éléments. Et donc, les ramener vers le soin, c'est aussi quelque chose de très difficile.
Donc des fois, ces familles sont aussi... il faut vraiment les prendre à bras-le-corps et il faut qu'elles acceptent d'être prises à bras-le-corps, ce qui n'est pas forcément toujours facile. Mais ça fait des parcours où nous, en tant que coordinateurs de CSO, en tout cas dans le CSO, des parcours dans lesquels on est obligé de s'investir beaucoup plus que dans les parcours de soins habituels. Et ça montre véritablement qu'il faut, dans les CSO et dans les services hospitaliers, du personnel dédié au suivi de ces parcours. Parce que quand on est que dans le soin à l'hôpital, on peut difficilement se consacrer aussi à la coordination des parcours. Moi, je passe un temps très, très important à faire des synthèses sur chacun des parcours et à beaucoup parler avec les équipes de proximité. Et ça, on n'a pas le temps de le faire si on n'a pas un temps dédié pour le faire. Voilà. Alors, on peut parler de l'évaluation déjà, puisque finalement, une évaluation d'un article 51, ça commence très très vite après son début. Et là, elle va commencer en novembre 2022, donc vous voyez, 1 an après le début de l'expérimentation. Donc les évaluateurs ont pris attache avec les CSO porteurs. Sur les 10 CSO porteurs, il y en a 5 qui vont être sélectionnés pour une évaluation à mi-parcours et une évaluation qui va porter, vous voyez, sur plusieurs axes, donc auprès de nous, bien sûr, mais aussi auprès des bénéficiaires, des expérimentateurs de proximité et puis auprès des financeurs et des régulateurs. Donc ça va commencer très bientôt. Voilà, j'ai balayé et puis merci. Merci Catherine pour la qualité de votre présentation qui reflète la qualité de votre travail. Et vous ne dérogez pas quand même à l'habitude de Trousseau d'être franche. Est-ce que vous avez une question? Parce que c'est vraiment un quart d'heure par session. Vous pouvez, oui, au fond s'il vous plaît. Je ne sais pas qui a le micro. Oui, bonjour, docteur Lecomte. Je travaille à l'hôpital Mignot dans le cadre du REPOP également. Et j'avais 2 questions. Vous parlez de la formation des professionnels avec lesquels vous travaillez. Donc, je voulais savoir qu'est-ce que vous proposez comme formation. Et la deuxième question, je voulais savoir si vous n'avez pas des difficultés pour trouver des professionnels justement sur le terrain, tous les paramédicaux qui sont déjà, comme vous l'avez dit, surchargés. Est-ce qu'ils répondent bien à votre demande et sur le long terme ? Alors, sur la première partie de la question, la formation, il est question au niveau national qu'il y ait une formation qui soit consolidée et pour le bénéfice des professionnels, des expérimentateurs d'OBPédia. Alors, la consolidation de cette formation est difficile à obtenir. En attendant, tous les professionnels de soins qui sont impliqués dans OBPédia avec lesquels je travaille sont complètement libres de venir m'interpeller s'ils ont des questions sur les sujets, sur les situations qu'ils rencontrent. Et on essaye à chaque RCP, puisque jalonne le parcours à un certain nombre de réunions de coordination entre l'hôpital et les équipes de proximité, on essaye à chacune de ces RCP de passer un certain nombre de messages, de savoir quelles questions les professionnels se posent sur la situation et donc d'approfondir certains points. Donc aujourd'hui, on va dire que la formation, elle est complètement sur mesure en fonction des questions que les professionnels se posent, mais il va advenir une formation, on va dire, un petit peu plus organisée sur l'obésité sévère et complexe auprès de tous les professionnels de soins auxquels on espère ils seront les plus nombreux. Et puis, on pourra peut-être communiquer sur ces formations pour que d'autres professionnels, autres que les professionnels impliqués dans les parcours, puissent participer si ça vous intéresse, évidemment. Sur la deuxième question, c'est trouver des ressources de proximité. Oui, c'est difficile.
parce qu'il faut trouver pour chaque patient un professionnel donc, qui est capable de délivrer un soin spécifique et de la coordination, et puis 2 ou 3 professionnels en plus, spécifiquement selon l'axe qu'on veut développer dans le parcours personnalisé. Donc, ce sont des équipes complètement sur mesure qu'on veut monter pour chaque patient, et donc beaucoup de temps de recherche pour chaque patient. Alors, au bout d'1 an, j'ai identifié un certain nombre de professionnels avec qui ça se passe vraiment très très bien. Je compte aussi beaucoup sur les ressources du REPOP avec qui je travaille véritablement en très très bonne intelligence. C'est un vrai plaisir de pouvoir, via le REPOP, trouver des professionnels de soins de proximité éparpillés sur le territoire. Donc voilà en gros comment je travaille. Bien sûr, on travaille aussi avec les professionnels que les patients ont l'habitude de voir dans le cadre de leur prise en charge habituelle, leur médecin traitant de préférence, pour ne pas leur faire bouger d'équipe. Donc on essaie de travailler un maximum avec les professionnels que les patients connaissent aussi, et avec qui il existe déjà une alliance thérapeutique, bien sûr. Merci, docteur. On va continuer. Merci beaucoup. Merci à vous. On va recevoir maintenant la présentation de M. Thomas Posso, qui va nous parler du GPS obésité. C'est un parcours médico-éducatif pluridisciplinaire de proximité pour les personnes majeures. Donc on tombe sur la partie adulte, en surpoids ou en obésité. Merci. Voilà. Désolé. Je vais y arriver. En attendant, Madame Terraz, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marie Citrini, je suis associative et représentante des usagers à l'assistance publique, et puis j'enseigne auprès des médecins généralistes, des internes à Bobigny. Et on a constaté ces 3 dernières années que dans les cas qu'ils nous présentent, de fait, il y a soit en pédiatrie, soit en adulte, un cas de situation d'obésité avec des étudiants désarmés qui ne savent pas. Et je pense que vous avez raison d'appuyer, d'insister sur la formation dans tout le parcours de tous les professionnels de santé. Merci. Mais je pense qu'il y a aussi un travail à faire sur les professionnels médecins. Et ça, il faut absolument le construire en amont dans la formation initiale. On va écouter. Allez-y. Merci beaucoup et désolé de ces petits problèmes techniques. Donc Thomas Bozzo, je suis le chef de projet du projet GPS Obésité. Je n'ai pas de profil de professionnel de santé, j'ai un profil plutôt gestionnaire, donc ça sera une présentation qui sera très orientée sur la gestion de ce projet, un premier retour d'expérience 9 mois après le début, après la première inclusion. Pardon. Alors, un rappel rapide du projet qu'on avait présenté déjà l'an passé, donc je ne vais pas m'étendre sur le fond du projet, mais les fondamentaux de GPS obésité. Donc, c'est un GPS pour repérer précocement, guider et orienter la personne adulte en surpoids ou en obésité en ville. Donc, on parle quand même d'un volume de population assez important. Sur le surpoids, il s'agit, alors on pourra revenir sur les conditions d'inclusion, mais de personnes qui ont des prises de poids rapides ou qui ont des comorbidités. Une approche médico-éducative de proximité en ville, donc organisée avec tous les acteurs de santé, médico-sociaux, associations, collectivités territoriales. Donc on est vraiment, comme le disait Madame Develay, dans le faire-faire. Hein, ce projet a vocation d'aller essaimer sur le territoire et d'être en fait porté et incarné par des structures d'exercice coordonné notamment.
Un parcours de santé qui est géré et coordonné donc, par une équipe pluriprofessionnelle. Alors, encore une fois, si possible, dans une structure d'exercice coordonné, donc type MSP, CMS, etc., ou associative. De premier recours pour accompagner le patient sur une longue durée. Le projet, enfin, l'expérimentation et les parcours doivent se passer strictement en dehors de l'hôpital, en tout cas pour les parties éducatives, et donc être en proximité des patients en ville. Et sur longue durée, puisque c'est un parcours qui dure 2 ans pour la prise en charge des patients. Si vous voulez avoir plus de détails sur le parcours en tant que tel, j'ai des annexes au cas où, mais sinon je vous invite à aller sur le site internet gps-obésité.fr et vous aurez tout le détail. L'équipe, pour rappel aussi, donc l'association Gresmo Ronde, qui porte le réseau de santé Ronde en Ile-de-France, avec 2 territoires qui sont concernés en Ile-de-France, qui sont le 77, c'est 50% de la superficie de l'Île-de-France de mémoire, et le 91. Dans les Hauts-de-France, l'association Resto, portée par le professeur Romont, et le CSO d'Orléans, du CHR d'Orléans, le Centre Val-de-Loire, qui est quant à lui sur 4 départements. Et enfin, la chefferie de projet que j'assure au travers de ma société Barnabé IO. Donc 9 mois après la première inclusion, les objectifs de la première année tout d'abord. Donc le projet avait, donc c'est une décision interne au projet, on a décidé de tester des cas d'usage à petite échelle sur différents territoires. Les problématiques ont été évoquées sur la présentation précédente, avaient été aussi un peu anticipées, et donc on a préféré au préalable aller tester sur, vous verrez, 5 sites les problématiques de déploiement du projet. On y a analysé les besoins et les difficultés rencontrées, et on est en train de structurer les processus et ressources nécessaires pour y répondre afin d'accélérer et donc de mettre à l'échelle en 2023. Alors, les premiers indicateurs, donc 2 structures d'inclusion à date. La MSP d'Épinay-sous-Sénart en Ile-de-France, qui est dans le 91, si je ne dis pas de bêtises. L'association Resto dans les Hauts-de-France sur 4 sites, donc avec 2 modalités différentes de déploiement. Une modalité où on est vraiment dans le faire-faire, c'est-à-dire que c'est vraiment une MSP qui s'est saisie intégralement du projet, et c'est l'équipe qui l'a porté, incarné. Et une modalité avec un déploiement intermédiaire, où on a une association, alors qui en l'espèce est non seulement coporteuse, mais aussi expérimentatrice, qui a coordonné et porté le projet sur 4 sites différents, en allant recruter notamment des professionnels de santé libéraux, autonomes et indépendants. Une 50aine de professionnels de santé ont signé la convention, dont une majorité a été formée, on y reviendra. Et alors 62 patients inclus la première année, dont une majorité a déjà fini son parcours éducatif. Donc on était encore une fois dans un cycle initial de tests, et je vais revenir sur les premiers éléments qui remontent de ces premiers parcours. Alors justement, le retour d'expérience, donc prospection de structures expérimentatrices, donc c'est un point vraiment important qui est, on le voit maintenant en échangeant avec l'équipe d'Article 51 national au niveau du ministère. Une des principales difficultés des Article 51 est son déploiement, expérimentatrice avec un S, pardon, et son déploiement, et notamment le fait justement d'aller vers et de pouvoir essaimer sur le territoire, et que les professionnels de premier recours puissent se saisir de ces projets. Donc on a mis en place une méthodologie que je vous détaille ici, avec une nomenclature, identification et priorisation des cibles potentielles. Donc c'est un vrai travail qu'on fait de manière préliminaire pour éviter de s'épuiser, et où que la coordination coûte plus cher finalement que le soin, ce qui est un des écueils assez traditionnels, pour aller chercher des structures qui finalement vont pouvoir se saisir relativement facilement du projet dans un premier temps, sur des critères objectifs de taille d'équipe, de lieu, de compétences, etc. Donc c'est toujours plus facile d'aller dans une équipe qui est déjà formée au sens avec tous les membres nécessaires dans l'équipe et toutes les compétences nécessaires dans l'équipe, et qui est déjà formée aussi aux pratiques, on va dire plutôt éducatives et ou à l'obésité, pour déployer ce type de projet, en tout cas pour le lancer. Et après évaluation, et notamment le niveau de motivation aussi, on a des retours qui sont alors généralement enthousiastes, mais assez variables sur le niveau de motivation et sur la priorisation par rapport aux autres projets. J'y reviendrai aussi juste après. Mise en place, et désolé du vocabulaire, mais c'est vraiment ce qui a été fait, d'un processus de prospection systématique vers ces cibles. C'est-à-dire qu'on a vraiment mis en place des démarches de prospection qui nous permettent d'aller vers ces structures et de les démarcher et de conclure finalement la signature de la convention, pour éviter de perdre de l'énergie et du temps.
en prise de contact direct, à proposition de rendez-vous. Donc, c'est ce que fait notamment la coordinatrice du projet en Ile-de-France, Yohanna Rigoulet, qui est aussi la coordinatrice administrative du réseau Ronde, via des webinaires de présentation. Donc on vous recommande vivement cette pratique parce qu'on a embarqué pas mal de monde comme ça, en organisant simplement des webinaires tous les trimestres et en y invitant de manière la plus large possible les personnes qui pourraient être intéressées par ces projets. Et donc on a comme ça des personnes qui se sont présentées à nous, ou en sollicitation entrante via de la communication ou le bouche à oreille qu'on est en train d'essayer de développer. Un processus de qualification des besoins, d'évaluation de la faisabilité et de priorisation, encore une fois. Donc, identification des décideurs et des forces vives. Donc, effectivement, il y a une vraie difficulté, mais aussi c'est un élément qui est très, très stratégique, j'ai envie de dire, à embarquer les professionnels, les médecins généralistes, en fait, ou les médecins de manière générale, dans le projet. Et donc, effectivement, le but, c'est d'aller les convaincre et d'aller les convaincre en équipe, même si parfois le point d'entrée va plutôt se faire par la diététicienne, par la coordinatrice ou le coordinateur, etc. etc. Organisation d'une présentation avec l'ensemble de l'équipe. De la même manière, on essaie d'éviter d'avoir juste un seul point de contact qui ensuite va lui-même essaimer. On essaie d'aller vraiment au contact de l'équipe, en allant notamment en staff ou en réunion, comme je présente dans la diapo suivante. Alors, je suis désolé pour la mise en forme. Donc l'embarquement passe par vraiment la signature des conventions, donc il y a une étape clé dans la négociation. Encore une fois, désolé du vocabulaire, mais je pense qu'on sait vraiment, ça représente la réalité de comment on déploie ce type de projet. Donc avec des présentations à l'équipe, avec discours d'accroche adapté aux besoins. Donc on essaie de comprendre vraiment ce qui fait que cette équipe aurait envie de participer au projet, ce que ça vient faire résonner chez elle, parfois sur des sujets pour le coup très santé, et parfois sur des sujets parce qu'on est face à des professionnels libéraux sur des sujets beaucoup plus financiers même, qui vont les convaincre d'embarquer ou pas sur ce projet, et donc d'augmenter leur activité. Et sur place ou en visio. Des allers-retours et réponses aux interrogations, donc ce temps-là dure souvent quelques semaines, voire quelques mois. Et enfin, des signatures de conventions d'expérimentation. La mise en mouvement, qui est également assez complexe, avec la formation des référents et référentes de parcours. Donc GPS Obésité a pour principe, comme d'autres articles 51, d'avoir une personne dédiée sur place, dite référente de parcours, donc de parcours patient, pour porter tous les aspects, on va dire, administratifs et logistiques, mais aussi de la relation avec le patient au fil de son parcours, pour le compte de l'équipe, mais aussi pour le compte du projet. Et donc c'est un temps qui est assez long pour, d'une part, convaincre ces personnes-là, et puis ensuite de les former et les accompagner donc sur la gestion et la logistique du projet. C'est un vrai phénomène d'acculturation. D'ailleurs, c'est des professionnels qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler de la sorte. Formation de l'équipe aussi, à la prise en charge de l'obésité, abord, posture éducative, etc. Donc j'en profite pour vous parler du projet dit GFO2, qui est en gestation très avancée, qui fait écho au projet Banco sur la pédiatrie et qui a vocation à mettre à disposition une association, donc a vocation à mettre à disposition au niveau national et à mettre en commun des formations liées à l'obésité. Et GPS Obésité, en tant que projet, participe activement à cette association et va notamment mettre à disposition toutes les formations liées à l'abord de l'obésité produites pour GPS Obésité. Et qui seront donc librement accessibles a priori à tout professionnel de santé intéressé. Et à l'utilisation des outils, on va dire des processus du projet. Je vous passe les détails, mais on a plusieurs systèmes d'information en fonction des régions, dont certains relativement simples, qui sont des fichiers Excel avec des MS santé, des adresses, des messageries sécurisées santé, ce qui marche très bien par ailleurs, comme quoi. Et donc il faut malgré tout accompagner les équipes. Et enfin, accompagnement et suivi du lancement du premier groupe de patients avec un appui méthodologique, de bonnes pratiques, notamment dans les équipes qui n'ont pas l'habitude de faire de l'ETP, communication et aide au recrutement des patients. C'est une demande qui remonte de plus en plus, c'est-à-dire qu'il faut qu'on amène le projet clé en main, mais qu'en plus, potentiellement, on amène les patients avec. Et une aide ponctuelle, notamment de complétion d'équipe, quand il manque certaines compétences dans l'équipe. Notamment, c'est moins le cas en Ile-de-France, mais en Centre-Val-de-Loire, par exemple, d'activités physiques adaptées. Synthèse des perspectives. Donc, en synthèse, c'est un projet qui est bien accueilli, mais complexe à mettre en œuvre, comme souvent les articles 51 ou les projets innovation ou de recherche. Des professionnels qui sont souvent enthousiastes d'un point de vue, j'ai envie de dire, déontologique, d'un point de vue dans leur
leur orientation professionnelle, pouvoir enfin adresser des patients vers des parcours médico-éducatifs de ville, des patients en situation d'obésité, souvent qu'ils ne savaient pas spécialement quoi leur proposer. Avec deux complexités, un déploiement qui est plus complexe pour les territoires n'ayant historiquement pas d'implémentation d'un réseau ou de relations directes avec le premier recours, ce qui est le cas notamment en Centre-Val de Loire, où il y a une vraie difficulté, parce qu'historiquement, contrairement à l'Île-de-France et aux Hauts-de-France, il n'y a pas cette notion de structure intermédiaire qui fait le lien avec le premier recours. Et un déploiement évidemment plus complexe dans les structures non acculturées, notamment n'ayant jamais pratiqué l'ETP, parce qu'il faut les acculturer à l'obésité, à l'ETP et à tout le reste. Un fort besoin d'accompagnement des structures d'exercice coordonné, qu'on essaie, vous le comprenez certainement, entre guillemets, d'industrialiser, excusez-moi ce terme encore aussi, mais pour pouvoir aller le plus vite et le plus fort possible sans que, encore une fois, la coordination coûte plus cher que les soins, voire qu'elle coûte beaucoup moins cher, avec une attente forte de dispositifs clés en main. Ils attendent vraiment qu'on vienne leur déposer le projet et qu'il n'ait plus qu'à s'en saisir pour pouvoir le mettre en œuvre, voire avec les patients, encore une fois. Et besoin de beaucoup de support, souvent pour la réassurance, ce sont des professionnels qui n'ont pas l'habitude de travailler finalement sur ces formats pluriprofessionnels, qui n'ont pas l'habitude de mettre en place ce type de parcours. Généralement, c'est juste de l'adressage de patients et pas forcément cette idée de travail aussi avancé, en tout cas en équipe, et qui n'ont généralement pas été formés à toutes ces questions presque d'organisation managériale et logistique. Des structures de plus en plus sollicitées pour des projets de la sorte. Alors, il y a un phénomène assez intéressant de mise en compétition des projets, où on nous a ouvertement dit je réfléchis parce qu'on m'a aussi proposé tel et tel autre projet, de la CEPAM, etc., etc. Donc ça devient un peu la compétition, il faut bien le vendre. Et des projets difficiles à concilier avec leur quotidien, c'est-à-dire qu'ils ont parfois dans des zones particulièrement tendues, dans le 77 par exemple, déjà des carnets de rendez-vous qui sont particulièrement pleins, notamment les médecins, on y revient, mais pas que. Et donc il faut réussir à faire rentrer ça dans leur quotidien. Les perspectives, enfin, je terminerai là-dessus. Une accélération dès le début de l'année prochaine avec 5 nouvelles structures en Île-de-France qui vont être accueillies dès le début d'année et autant dans les autres régions. Donc on va passer de 2 structures et donc 5 sites à 20 ou 25 quasiment en quelques mois. Donc l'accélération des inclusions qui va avec, à venir avec un modèle d'organisation un peu plus cyclique. On va inciter de plus en plus les professionnels à inclure, à ne pas attendre d'avoir fini un groupe pour commencer à inclure les patients d'après, et donc à les faire rentrer dans cette logique cyclique pour pas qu'ils nous oublient, pour pas qu'ils oublient les patients, et passer de quelques dizaines à plusieurs centaines, voire milliers, on l'espère, de patients. Avec un objectif cible dans 2 ans, du coup, de 3050 patients, donc la route est un peu longue encore, mais on y croit. De nouveaux défis, donc garder les équipes mobilisées dans le temps, donc une fois qu'on les a embarquées, comment on les garde mobilisées dans le temps, qu'elles incluent de plus en plus de patients, et s'aimer auprès d'autres structures par cooptation. Donc on espère que ça va avoir un effet boule de neige et que les structures vont en parler entre elles si elles sont satisfaites, et créer une communauté autour du projet, toujours un peu en écho aussi à ce qui a été dit précédemment pour embarquer les professionnels et les acculturer, encore une fois, à toutes ces logiques-là qui sont assez complexes. Des points d'attention, l'expérience des patients dans le projet, j'en ai très peu parlé là, mais effectivement on arrive juste sur les 60 premiers patients et donc de fait voilà, pour l'instant en tout cas on a un niveau de satisfaction qui est élevé à très élevé. Et des suivis d'évaluation en vue d'un passage en droit commun, on teste beaucoup de choses, on aimerait bien vraiment le mettre en valeur et pouvoir proposer des dispositions qui soient vraiment reproductibles et que ça puisse passer enfin dans le droit commun pour le bien de tous les professionnels et évidemment des patients. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur Bozzo. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ? C'est clair, il n'y a pas de question ? Pardon. J'aurais une question sur le coût d'un parcours par patient et sur le coût que représente la coordination, parce que vous n'avez pas très bien décrit qui la faisait. Parce qu'il me semble que vous avez des structures qui vous aident à la coordination dans chacun des départements. Alors oui, tout à fait. Il y a 2 coordinations. En fait, il y a une coordination, on va dire, régionale, qui est plus une coordination de projet, enfin une coordination nationale, et interrégionale, qui est une coordination du projet en tant que tel, en tant qu'expérimentation, puis ensuite du déploiement du projet dans chaque région, et qui est portée par un financement ad hoc, qui lui est limité, qui est une enveloppe limitée. Et ensuite, il y a une coordination de parcours qui, elle, est portée directement par l'équipe et qui est intégrée au forfait. Donc là, je vous donne l'exemple d'un forfait qui est le forfait bilan. Donc vous avez 300 qui est coté 325 €.
avec une proposition, puisque c'est un forfait, donc il est délivré en tant que tel, et puis charge ensuite aux structures à le reventiler comme elles le souhaitent, mais avec une indication à 125 € de coordination et 18 € de frais. C'est une indication. Donc encore une fois, d'une structure à l'autre, l'intérêt de fonctionner en forfait, c'est que, en fonction des besoins, ils peuvent varier. Alors c'est moins, a priori sur le bilan, puisqu'on est sur de la consultation, c'est moins évident de varier, mais sur le groupe, en revanche, il y a une variabilité qui peut se faire par des effets volume, comme je vous laisse imaginer, entre si on a 8 patients ou 15 patients, le maximum étant de 15, et en dessous de 8, généralement on est en dessous des taux habituels, des taux horaires habituels. Ça permet de dégager aussi du budget, soit pour de l'animation, soit pour de la coordination. Donc la coordination est censée être autoportée. Et la vraie difficulté qu'on a d'ailleurs, c'est à initier, former et faire incarner cette coordination par les structures qui, pour autant, demandent à être financées sur ces sujets-là depuis des années. Donc c'est un peu la difficulté. Merci, Monsieur Bozo. Merci à vous. On va accueillir l'équipe d'Aubépar avec Madame Ledoux et Madame Ouas-Bernard. Où là, si je peux juste faire un compliment à l'équipe, dès le départ, les usagers ont été associés à la réflexion. Alors, elles vont vous présenter Aubépar, qui est un projet qui conduit à une amélioration de l'organisation et du financement du parcours de soins, plus particulièrement pour un patient candidat à la chirurgie bariatrique. Je ne sais que devenir de la chirurgie métabolique, mais pour le moment, on ne parle que de chirurgie bariatrique. Voilà, donc on va vous reparler d'Aubépar. Je crois que c'est la 3e fois qu'on en parle au JRO. Et donc on s'est réparti le travail. Moi, je vais vous faire un petit rappel du projet. Et puis ensuite, Émilie Ouas-Bernard va vous expliquer les avancées en fait, du projet. Donc, comme je l'ai dit, ça fait quelques temps qu'on vous en parle, mais là, vraiment, on arrive à la phase finale. Et donc, Émilie, je pense, va vous convaincre du prochain démarrage de ce projet. Donc, on remercie bien sûr tous nos partenaires et effectivement, on a associé un certain nombre de partenaires à la fois hospitaliers, du siège de la PHP, de l'ARS et aussi des partenaires de ville et des associations de patients. Donc, l'objectif de ce projet était d'améliorer donc le recours à la chirurgie bariatrique, de diminuer les perdus de vue, de limiter les reprises pondérales et les complications à la fois à court, moyen et long terme de cette chirurgie, de favoriser la mise en place des recommandations de bonnes pratiques de la HAS et donc de garantir le bon niveau de recours à la chirurgie et la pertinence des actes, d'améliorer l'organisation du parcours de soins et de renforcer la coordination ville-hôpital, qui est, comme il a été souligné avant, et peut-être la chose la plus difficile à atteindre comme objectif, et de favoriser aussi l'accès aux soins non remboursés, tout en assurant une meilleure maîtrise des dépenses, c'est-à-dire que, comme vous le savez, un certain nombre de choses ne sont pas remboursées, comme par exemple certains bilans vitaminiques, les supplémentations, le TP, et qu'on espère, donc, en finançant ces éléments, permettre l'accès des patients plus facilement et donc limiter les complications. Donc les innovations d'Aubépar, c'est donc un parcours de soins systématisé qui comprend l'ensemble des interventions recommandées par la HAS. Alors pour l'instant, c'est sur la base des recommandations de 2009, en attendant les suivantes. Donc une cellule de coordination qui s'appuie sur un outil informatique dédié, dont on va vous reparler, via TerrySanté, donc via un système existant.
un renforcement du partenariat ville-hôpital, comme je l'ai dit, et un financement dérogatoire par forfait qui est conçu en fait pour couvrir chaque étape de la prise en charge, avec une évolution. Au départ, on voulait tout rentrer dans ces forfaits, mais devant la complexité, on a limité aux paramètres qui n'étaient pas remboursés dans le droit commun. Donc voilà le schéma de l'expérimentation. Donc on avait décidé de cibler cette expérimentation sur les patients usuels, donc les patients qui viennent pour une primochirurgie avec un âge pas trop élevé, un IMC pas trop élevé, pas trop de complications non plus, puisque c'est ces patients-là, d'abord qui constituent la majorité, et puis aussi qui sont le plus facilement, enfin dont la prise en charge est le plus facilement exportable sur nos partenaires de ville. Donc ce parcours, en fait, il y a plusieurs phases et à chaque phase va correspondre un forfait. Donc la phase 1 est la phase de préparation préopératoire. La phase 2 représente la première année post-opératoire où le suivi est plus lourd que les années suivantes. Et puis ensuite, la troisième phase, en fait, peut se renouveler tous les ans. Et le troisième forfait qui correspond peut se renouveler tous les ans. Et donc le but, bien sûr, c'est de limiter les perdus de vue. Donc on a prévu d'inclure dans cette expérimentation sur 5 ans, donc 400 patients la première année, 800 la deuxième année et 800 la troisième année. Mais probablement qu'on va profiter aussi des expériences des programmes qui ont déjà démarré et peut-être commencer par des patients témoins pour tester à la fois les parcours, les outils informatiques. Voilà, donc je vais laisser la parole à Émilie pour la suite. Donc je vous avais présenté tous ces freins en fait lors de la dernière journée, et donc Émilie va vous montrer que on a quand même bien avancé depuis l'année dernière. Bonjour à tous, merci Séverine. Donc en effet, on a donc cette année une communication plus positive, puisqu'on on est dans le concret, le projet avance et on en est très content. Le frein lié à la Covid, je ne vais pas m'apesantir dessus, on va espérer que ce soit le cas dans les mois qui viennent. Mais c'est surtout un travail qui a été fait sur l'année 2021 et début 2022 avec l'accélérateur et un travail entre toute l'équipe projet au BEPAR, l'ARS, l'assurance maladie, le ministère. Et on les en remercie pour leur soutien, qui a abouti donc à la validation d'une deuxième version du cahier des charges d'OBEPAR et qui a été validée en juin 2022. Donc à partir de ce moment, c'était une étape très importante qui nous a permis donc de pouvoir travailler sur d'autres actions qu'on va vous présenter. Donc deuxième version du cahier des charges par rapport à ce que vous a dit Séverine sur le fait que les forfaits ont été revus, le contenu des forfaits a été revu. Et le parcours, bien sûr, le parcours patient. On a pu, il y a un outil numérique spécifique à OBEPAR qui a été développé, donc là aussi avec l'appui bien sûr du Cézanne et de l'ARS, donc via la plateforme Terrisanté d'Île-de-France. Donc là on est en train de tester l'outil, notamment pour le premier forfait, la phase 1. Donc là, on a fini la phase test. On va faire remonter nos éventuels besoins au Cézanne, mais c'est un outil qui correspond aux besoins du parcours, qui est assez ergonomique et assez simple d'utilisation. Et on est plutôt content de l'outil qui a été développé, mais c'était une période assez longue de définition des besoins et de développement de la part du Cézanne. Et puis, il y a tout le travail sur les forfaits 2 et 3 qui devrait être enclenché là très rapidement pour qu'il y ait une continuité ensuite au moment du démarrage de l'inclusion et du fait que l'enregistrement des données dans cet outil puisse avoir une continuité sur l'ensemble du parcours des patients. La problématique liée à la tarification des forfaits vous a été exposée par Séverine. Donc ça a fait l'objet du coup d'une révision du cahier des charges et on s'est concentré sur les actes qui n'étaient pas remboursés à date par l'assurance maladie. Sur la rémunération des partenaires, c'est un grand enjeu.
Du coup, la PHP s'est portée cellule concentratrice pour le projet Aubépar. Ce qui n'est pas si évident parce que la PHP n'a pas d'expérience de rémunération de professionnels de santé libéraux. Donc en interne à PHP, on est en train on a identifié tout le processus. On est en train de développer un parcours interne un peu spécifique pour que les professionnels de santé libéraux qui vont être intéressés par le projet et qui vont signer bien sûr le bulletin d'adhésion puissent être rémunérés. Donc par la PHP. Donc c'est innovant aussi pour la PHP. Donc on va tester ce circuit en espérant que voilà, tout se passe bien et que ça ne soit pas en tout cas un frein dans le fait que les professionnels de santé libéraux adhèrent au projet. Dans le cadre de la deuxième version du cahier des charges du projet Aubépar, il y a aussi des frais qui n'avaient pas été identifiés au départ. Dans la première version donc, du cahier des charges de novembre 2019, sur tout l'aspect ingénierie, et la présentation précédente l'a bien mis en avant, l'aspect ingénierie, coordination. Donc il y a un financement FIR de l'ARS qui a été obtenu et on leur remercie, et qui va notamment permettre la rémunération d'un chef de projet Aubépar, donc, que je fais à ce stade, mais voilà, on avait un financement vraiment dédié chef de projet et coordinateur de parcours. Donc le coordonnateur de parcours sera vraiment chargé de s'assurer que le parcours patient se réalise tel qu'il est défini. Il sera en lien avec, bien sûr, le référent, un des référents principaux du patient. Il fera le lien entre les acteurs hospitaliers et les acteurs de ville, qui est un grand enjeu du projet Aubépar. Il y a aussi une rémunération pour l'aspect formation des professionnels, qui est inscrit donc dans le FIR, et un temps lié à la facturation, à la rémunération des partenaires que j'ai abordés juste avant. Les autres freins potentiels, mais c'est des freins des aspects qui ont été présentés dans les communications précédentes, vont être liés à l'identification des professionnels de santé libéraux, à leur adhésion, à leur formation. Et donc là, à ce stade, on ne peut pas encore trop on les a identifiés et on va essayer de profiter des expériences précédentes pour que ce soit constructif. Donc, comme je l'ai dit, il y a les recrutements, donc chefs de projet et coordinateurs de parcours qui sont en cours. Les fiches de poste ont été publiées la semaine dernière par l'établissement donc Louis Mourier, puisque les deux postes vont être rattachés à l'établissement de santé Louis Mourier pour avoir une proximité avec l'ensemble des professionnels de santé. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous envoyer vos CV. Alors, sur l'outil ici. Mince. Désolée, les diaporamas, ça c'est pas enregistré, ou c'est peut-être pas la dernière version. Je les ai sur clé, sinon, dommage. Vous avez fait des captures d'écran donc, de l'outil ici pour vous montrer un peu en quoi ça consistait et les informations qui ont été donc, définies au regard du cahier des charges Aubépar. Donc on voulait vous montrer un peu un exemple de parcours de santé d'un patient et les informations qu'on pouvait y retrouver. Si jamais vous êtes intéressé, j'avais la version sur clé, c'est dommage. Donc en termes de calendrier, donc comme je vous l'ai dit, il y avait une première version du cahier des charges qui avait été validée en 2019, qui a été retravaillée pour être validée donc en juin 2022. Donc ça a pris pas mal de temps pour revoir tout le contenu. Il y a la convention FIR, donc les crédits FIR qui nous ont été accordés là très récemment. Et donc les étapes en cours et qui vont être préalables donc, aux premières inclusions sont la livraison de l'outil SI Aubépar, une fois que toutes les évolutions auront été faites. Bien sûr, la signature de la convention assurance maladie, les travaux sont en cours de réflexion. Et puis, bien sûr, l'aspect recrutement, chef de projet, coordinateur de parcours qu'on a déjà abordé. Et puis, l'aspect, bien sûr, étape importante, mobilisation des professionnels de santé par les CSO. L'objectif, c'est d'avoir potentiellement des premières inclusions de patients fin d'année, début d'année prochaine, début 2023. Et puis, bien sûr, qu'une fois que les professionnels de santé de ville adhéreront au projet, il faudra bien sûr les former à cet outil, l'outil SI Aubépar.
Donc pour finir rapidement, le projet Aubépar était l'un des premiers projets article 51 validés, d'où les écueils et le fait d'avoir voilà, une deuxième étape de réflexion et de précision dans le contenu du cahier des charges et ce qui était demandé en termes de financement. C'est un projet ambitieux, comme l'a rappelé Séverine, parce que ça intègre toutes les composantes de prise en charge pour les patients atteints d'obésité. Voilà, c'est ciblé sur une prise en charge au forfait et on vise aussi bien sûr une meilleure coordination entre les CSO et tous les acteurs de ville pour améliorer le parcours du patient. On est en train de finaliser toutes les étapes préalables pour des premières inclusions. On se pose la question, réflexion de voilà, l'impact que les nouvelles recommandations de la HAS auront potentiellement sur le parcours du patient et le lien entre les professionnels de santé. Et puis en fonction de sa faisabilité, de sa pertinence, on verra si pour être généralisé à l'ensemble du territoire. Et ça, c'est l'évaluation. Comme tout article 51, il y a une évaluation externe du projet qui est réalisée à mi-parcours et à fin de parcours. Et on espère que ça sera positif pour tous les acteurs engagés. Et on vous laisse sur cette représentation un peu humoristique. Merci beaucoup. On vous remercie. Comme on a juste rajouter un tout petit mot qui est que là vraiment on est dans les starting blocks, donc on va bientôt démarrer. Malheureusement on ne peut pas vous montrer l'outil informatique parce que voilà, il y a eu une erreur de diaporama, mais c'est pas très grave. Juste pour dire que voilà, je l'ai longuement testé ce week-end et que c'est un logiciel qui est très ergonomique, très convivial, et donc il ne faut pas que ce soit un frein pour voilà, nos partenaires, ce logiciel qui est très facile en fait à prendre en main. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que comme on est vraiment très près de démarrer, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre CSO pour dire moi, je suis intéressé pour participer, etc. Hein, vous êtes bien sûr tous bienvenus pour être embarqués dans cette aventure. Voilà. Merci beaucoup, Dr Ledoux. On va prendre, alors on a pris beaucoup de retard, donc on va prendre une question très courte, une réponse rapide. S'il vous plaît, une question ? Souvent, ça permet de ne pas poser de questions. De ne pas poser de questions, il ne faudrait pas vous brimer, on n'est pas là pour ça. Libérez-vous. Une question. Martine Laville. Bravo pour la présentation. C'est plutôt une question presque générale sur tous ces articles 51. On a la chance que dans l'obésité, on a hyper bien résolu. On a énormément d'articles. Et le souci, et énormément ont eu des difficultés techniques comme vous, notamment, je trouve assez honteux qu'on soit obligé de gérer ces histoires de structures concentratrices pour pouvoir payer. Enfin, c'est vraiment pas le job des professionnels de santé, donc bravo d'y arriver. Ce qu'il y a, c'est que notamment sur la chirurgie, moi je connais au moins 3 autres projets, Suite PACA, sur On Participe Baria Up, le vôtre. Et à mon avis, chaque dispositif a sa place, a peut-être pour des profils de patients différents, des structures différentes. Et ma crainte, c'est que comme vous allez être évalués chacun à des temps différents, par en plus des prestataires différents, comment on va s'en sortir? Alors que l'idée, ça serait au contraire de pouvoir vraiment montrer les expériences et quelle est la place de chacun. Et même chose sur Obépédia, il y a Proxob en Auvergne qui marche bien aussi. Je suis persuadée que tout a sa place, mais si on n'a pas une vision globale et si les évaluateurs à un moment ne se mettent pas à regarder l'ensemble des projets, peut-être ça sera le premier arrivé et on dira c'est le modèle unique et tout ça. Comment vous allez éviter cet obstacle? Avant le lancement des projets, il y avait eu une réunion commune où chacun avait présenté son projet. Et en fait, le ministère avait un peu le message... Peut-être pas beaucoup. Donc, on avait une réunion commune avec tous les projets article 51 où on avait échangé sur nos projets. Et le message du ministère était un peu que le meilleur gagne. Hein. C'est un peu ça. Mais peut-être qu'il faudra, nous, être un peu plus intelligents que ça et voilà, solliciter une réunion avec ces projets pour prendre le meilleur de chaque. Et effectivement, peut-être aussi les graduer en fonction du stade de prise en charge. Je pense que c'est à nous peut-être de faire cette démarche. Ouais. Merci Martine pour ta remarque pertinente. Merci à vous deux. On peut les applaudir. Donc la dernière communication, Madame Lucie Coyard, qui est chef de projet à l'assurance maladie et qui va nous parler de Retrouve ton cap en
en un quart d'heure maximum. Ça dépend si vous voulez des questions. Je vais essayer d'aller vite pour qu'on enchaîne tout, du coup, assez rapidement. Donc, bonjour à tous. Donc effectivement, Lucie Coyard, je travaille à l'assurance maladie, où je suis référente à la fois sur les organisations coordonnées et sur l'article 51. Et on l'a vu dans toutes les présentations ce matin qu'il y a un lien entre toutes ces structures. Et donc, j'avais mis une première diapositive qui reprend la question qu'on vient d'avoir à l'instant, un petit peu sur donc, les expérimentations article 51 sur l'obésité. Donc, effectivement, c'est une thématique qui a beaucoup plu France entière, et notamment en Ile-de-France, puisqu'on a 4 expérimentations différentes. Donc, on l'évoquait dans des périmètres différents. Donc là, on en a vu 2 sur les adultes et 1 sur les enfants. Je vais vous faire la 4e également sur les enfants. Donc avec des âges différents, des comorbidités différentes, de la vie d'hôpital, de la ville, différentes choses. Et l'idée effectivement du national, c'est de prendre toutes ces expérimentations, qui ont des temporalités différentes, c'est vrai, et d'en tirer le meilleur de chacune et de faire évoluer le droit commun pour prendre en compte justement tous les enseignements qui ont été faits dans ces différentes expérimentations. Et comme toujours, rien n'est gravé dans le marbre, ça évolue. Donc, quand bien même la temporalité est différente entre les différentes expérimentations, on pourra avoir éventuellement des évolutions du droit commun dans le temps au fil des conclusions de chacune de ces expérimentations. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler spécifiquement de Mission Retrouve Tocap, donc un dispositif de santé publique qui vient de se généraliser. Donc, on l'a vu, ça prend du temps, l'article 51, dans les différents échanges qu'on vient d'avoir. Donc là, ça a été initié par la loi de financement de la sécurité sociale de 2016, qui parlait de fait de mettre en place des expérimentations pour la prise en charge et le suivi d'enfants en situation d'obésité de 3 à 8 ans. Et donc, on a eu différentes étapes qui se sont faites, avec un arrêté qui fixe le cahier des charges en février 2017, qui a permis des expérimentations jusqu'au 31 décembre 2020. Et donc là, décembre 2021, on a eu une nouvelle loi de financement, donc cette fois de 2022, qui introduisait la généralisation de ce dispositif MRTC. On a eu également la modification des définitions des maisons de santé pluriprofessionnelles et des centres de santé dans le Code de santé publique. Donc c'est écrit maintenant dans la définition de ces structures, donc qui sont des structures de premier recours, qu'elles peuvent mettre en place des parcours pour la prise en charge de l'obésité infantile. Donc c'est un symbole très fort, cette inscription dans la définition des structures d'exercice coordonné. Donc sur le mois de juin 2022, il y a eu un accompagnement des maisons de santé pluriprofessionnelles et des centres de santé par des membres des caisses primaires d'assurance maladie, donc des référents des organisations coordonnées et ou des chargés de prévention, et vont entrer en vigueur en décembre. De l'avenant 1 à l'accord conventionnel interprofessionnel des MSP et l'avenant 4 à l'accord national des centres de santé, qui permettent de valoriser la mise en place du dispositif MRTC dans ces structures. Et alors, malheureusement, j'espérais que le calendrier soit favorable pour la présentation d'aujourd'hui. Ce n'est pas encore le cas. On attend toujours la parution au journal officiel d'un décret qui va préciser les modalités de financement des prestations associées à ce dispositif et un arrêté qui va fixer le cahier des charges officiel pour la généralisation. Donc, dès que ce sera fait, on aura la liste des structures participantes qui seront mises en ligne sur les pages amélie.fr de chacun des départements qui déploient ce dispositif. Donc, c'est France entière maintenant sur la généralisation. Et niveau Île-de-France, on a actuellement 12 structures, donc MSP, centres de santé, qui se sont d'ores et déjà référencées. Et on a une douzaine à peu près qui sont intéressés, mais qui souhaitent attendre la publication officielle des textes pour s'engager officiellement. Donc là, ce sont quelques chiffres clés de l'évaluation de cette expérimentation. Donc vous avez le lien en bas pour aller sur le rapport qui est publié sur le site du ministère. Donc un peu plus de 2000 enfants qui ont été inclus dans l'expérimentation, majoritairement des filles, avec une moyenne d'âge de 6,6 ans. Donc quand même 70% de ces enfants qui étaient en situation d'obésité, alors qu'il peut y avoir des enfants en situation de surpoids qui peuvent être inclus. 9 cas sur 10, c'était la première fois que ces patients avaient accès à une prise en charge. Donc on voit le besoin qui était de ce dispositif, souvent des enfants en situation de vulnérabilité économique et sociale. Et ce qui est noté dans ce rapport d'évaluation, ce sont des effets positifs sur les habitudes de vie. Donc 82% qui ont une habitude de vie améliorée, moins de sédentarité, moins de temps passé sur les écrans, une meilleure alimentation par exemple. Et 52% qui ont vu leur situation s'améliorer, donc là par rapport au physique, et 8% malheureusement qui ne connaissent pas de modification. Donc des effets positifs, un petit peu modérés, mais quand même positifs.
Et par contre, côté professionnel de santé, une très grande satisfaction qui en ressort. Un dispositif qui est estimé pertinent, opérationnel, cadré et qui permet de répondre à des vrais besoins concrets. Donc, une expérimentation pendant 3 ans sur 3 territoires, dont la Seine-Saint-Denis en Île-de-France, des résultats d'évaluation positifs et un intérêt du dispositif qui est conforté. Ça a donc mené à une généralisation d'une expérimentation article 51 à la France entière. Donc, les principes de cette généralisation. Donc là, nous sommes sur des enfants. Donc, sur l'expérimentation, on était sur 3 à 8 ans. Il a été estimé que c'était plus pertinent d'étendre cette prise en charge jusqu'à 12 ans révolus désormais. Et on ne prend pas en charge que l'enfant lui-même. Il y a aussi une prise en charge de sa famille, tout un accompagnement qui doit être mené. Donc des enfants qui sont soit en surpoids, soit en obésité non complexe. Donc vous avez les petits numéros 1, 2, 3 qui sont reportés sur les courbes de corpulence. Ça va vraiment être l'outil qui va être utilisé tout au fil de ce parcours MRTC, de suivre sur le carnet de santé l'enfant sa courbe de corpulence, de voir s'il a un rebond d'adiposité qui est précoce, s'il augmente vers la courbe de poids rapidement. Ce sont des choses qui vont être suivies de très très près. Et donc très concrètement, qu'est-ce que ce dispositif Mission Retrouve ton cap ? C'est donc une prise en charge précoce et pluridisciplinaire qui se fait sur une prescription d'un médecin et qui est adaptée aux besoins de l'enfant et de sa famille. Donc cet aspect pluridisciplinaire, ça implique donc le médecin, le diététicien, le psychologue et l'activité physique. Donc qu'est-ce qu'on entend par adapté aux besoins de chaque enfant ? C'est qu'en fait, on va avoir un panier de soins qui se déroule sur 2 années et qui est un petit peu à la carte, qui est adapté à chaque profil d'enfant et de famille. Donc on va avoir 3 bilans qui sont possibles. Un bilan diététique qui, lui, sera systématique pour tous les enfants et également possibilité d'un bilan psychologique et d'un bilan d'activité physique. À partir de ces bilans, seront dispensées des séances de suivi qui seront nutritionnelles et ou psychologiques. Ça peut être que l'un, que l'autre ou un mélange des deux. Et selon les besoins de l'enfant, il peut y avoir un renouvellement à 2 reprises de ces 6 séances de suivi. Ce dispositif, on voit bien l'importance de santé publique, donc il est pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Il n'y a pas d'avance de frais, donc on fait le tiers payant, et les professionnels ne doivent pas pratiquer de dépassement d'honoraires. Donc on vous remet un petit logigramme, donc les enfants qui ont ces situations d'obésité, surpoids, obésité non complexe, sont pris en charge par les médecins qui font une prescription de prise en charge pluridisciplinaire et qui orientent vers des professionnels de santé et des psychologues pour réaliser ces séances de suivi qui vont se dérouler donc soit dans des centres de santé, soit dans des maisons de santé pluriprofessionnelles référencées, d'où la mention que je vous faisais tout à l'heure sur ce référencement. Et ensuite, s'il y a besoin de renouveler, puisqu'on peut donc faire 2 renouvellements maximum, il y aura un renouvellement par le médecin prescripteur. En termes de finances, vous avez le pavé sur la droite de l'écran. Donc il y aura un forfait bilan. Donc on l'a vu, les 3 autres expérimentations, on est toujours sur cette notion de forfait multi-acteurs qui ressort beaucoup dans les articles 51. Donc le forfait bilan, ce sera 80 € par enfant. Il fera donc minimum un bilan, celui diététique. Et selon les besoins, il pourra y avoir ou non les bilans psychologiques et actés physiques. Donc ce sera 80 € qu'il y ait 1, 2 ou 3 bilans. Il y a donc également un forfait séquence de suivi qui lui est de 110 €. Et pareil, c'est 110 € qu'il y ait 1, 2, 3, 4, 5, 6 séances de suivi. Et donc il peut être renouvelé 2 fois. Donc on est vraiment sur un forfait qui s'adapte, une prise en charge adaptée pour chaque enfant selon ses besoins. Et donc, les professionnels dans ce parcours, on l'a vu, donc on va voir le médecin qui suit l'enfant, donc qui peut être un médecin généraliste, un pédiatre ou un médecin de PMI. Donc, lui va repérer l'enfant sur le calcul de l'IMC, je disais par rapport au carnet de santé, très important dessus de la courbe de corpulence. Il va expliquer à l'enfant et à sa famille la prise en charge, la prescrire, cette fameuse prise en charge, et orienter l'enfant et la famille vers des structures référencées, qu'on se disait, la liste qui sera publiée sur Amélie. Et là, la famille a bien sûr le choix, toujours, de choisir à quelle structure elle va s'orienter. Et donc là, ces médecins généralistes, pédiatres, PMI, eux vont assurer la coordination et le suivi des patients. Il est également possible d'inclure le médecin scolaire dans ce parcours, puisque lui peut justement voir que l'enfant répond aux critères d'inclusion. Donc lui va pouvoir prescrire également la prise en charge. Par contre, il va ensuite orienter vers le médecin de l'enfant qui le suit en ville pour le relais de la prise en charge et l'aspect coordination. Et donc,
par la suite, pour la mise en œuvre du parcours en lui-même, il y aura les professionnels de santé et psychologues qui exercent dans ces fameuses structures référencées, MSP et centres de santé, qui vont donc mettre en place la prise en charge, les séances de suivi. Donc les enfants et leurs familles, toujours selon les recommandations HAS évidemment. Et ils feront des comptes rendus qui vont être transmis aux médecins prescripteurs pour qu'il y ait bien un suivi de l'évaluation de l'enfant. Et en termes d'accompagnement, donc nous avons toute une campagne d'accompagnement qui est en train de se mettre en place pour faire connaître ce dispositif aux professionnels. Donc un accompagnement auprès des médecins généralistes, pédiatres en ville et les PMI. Donc ça, c'est assez exceptionnel que l'assurance maladie fasse des visites aux PMI. Donc pour cibler les médecins qui exercent dans un rayon de 5 à 10 km, ça a estimé sur les territoires autour des MSP centres de santé, pour présenter aux médecins ce dispositif. Et donc pour la médecine scolaire, on va voir avec l'ARS pour organiser des présentations pour que les médecins scolaires aient également l'information de ce dispositif. Et donc il y aura une présentation de dispositif, l'information sur les modalités très concrètes de la prescription. On va transmettre bien sûr la liste des structures référencées et également les coordonnées des REPOP et des CSO pour chacun des territoires. Et remettre un mémo du dispositif qui comprend un logigramme avec les différents niveaux d'orientation de l'enfant et des supports de communication pour les familles qui accompagneront la prescription. Puisque ce qu'il faut bien retenir de tout ce qu'on s'est dit ce matin, on a évoqué cette notion de millefeuille, voilà, on a vu beaucoup de dispositifs, beaucoup d'expérimentations, c'est que tout doit s'articuler. Donc c'est essentiel dans tous ces dispositifs, c'est qu'il y ait de la lisibilité pour les professionnels sur le terrain. Et donc ça, c'est un logigramme qui est un petit peu simplifié, mais qui vous montre du coup ce lien entre surpoids, obésité non complexe, obésité complexe, le dispositif MRTC quand on est en dessous des 12 ans, et au-delà de 12 ans ou pour des enfants qui sont en situation d'obésité complexe, on sera sur les dispositifs REPOP et CSO. Voilà, donc vraiment une nécessaire articulation de tous ces dispositifs pour une meilleure prise en charge des patients en situation d'obésité. Ouais, j'étais rapide, désolée. Merci. Merci beaucoup pour votre concision. Vous avez rattrapé un peu le temps. Merci beaucoup. Oui, Martine, la ville. Oui, bravo pour cette présentation extrêmement claire et puis opérationnelle, puisque effectivement, c'est le premier article 51 dans notre domaine qui passe à l'opérationnel. Ma question, c'était la formation des gens dans les MSP, etc., parce que c'est un peu particulier, l'obésité et l'obésité de l'enfant. Qui les forme ? Bien sûr, donc ça c'est une vraie question. Je crois que c'est ce qui ressort, on se le disait avec le docteur Develay, de toutes les présentations qu'on a eues ce matin, c'est cet enjeu de formation. On le retrouve partout. Donc on a bien noté du coup les Banco et EGF O2, c'est ça. Il y a un vrai enjeu. Donc sur Mission Retrouve ton Cap, il n'est pas prévu de formation par les institutionnels, il est prévu une formation par REPOP et CSO. Donc c'est quelque chose qu'on est en train de prévoir justement avec l'ARS et nos partenaires REPOP, CSO. On a un groupe de travail régional pour accompagner ce dispositif. Et on est en train de voir par quel biais. Donc on va probablement faire un webinaire prochainement sur toute la région. Et donc on a des supports qui sont réalisés. Donc on a un logigramme plus détaillé. Je ne vais pas vous passer sur le détail. On a des remis de visite aussi un petit peu simplifiés pour le médecin prescripteur pour lui expliquer les grandes étapes et vraiment qui en bénéficie. On a des supports pour les familles aussi qui sont mis en place. Voilà, donc on a tout un kit, nous, d'accompagnement côté institutionnel. Et sur la formation à l'obésité en tant que telle, là par contre, où est l'enjeu qu'on a évoqué depuis ce matin, il est compté que ce soit par rapport aux REPOP et CSO qui mettent en place ces formations. Parce que dans les expérimentations, c'était qui a fait ? Parce qu'on a vu beaucoup d'articles 51 où c'est très normé ce qui va être dit, il y a des logiciels, etc. Là, c'était fait... je ne l'ai plus en tête, honnêtement, comment c'était dans l'expérimentation en tant que telle, sur la formation. C'était REPOP aussi ? C'était les REPOP. Donc l'expérimentation, elle a eu lieu sur 3... Pardon ? Il y a quelqu'un qui va peut-être compléter après toi. Vas-y, Aude-Emmanuel. D'accord. Donc Aude-Emmanuel Develay, ARS Île-de-France. Donc c'était une expérimentation sur 3 départements, notamment La Réunion, Saint-Denis, Pas-de-Calais et Seine-Saint-Denis. Et sur la formation, normalement, c'était les REPOP qui étaient sollicités sur la formation des intervenants à l'obésité. Je ne suis pas sûre qu'en Île-de-France, ça a pu se mettre en place de cette manière-là. Oui, là-bas. Allez-y, madame. Oui, bonjour, Nelly Levert, diététicienne nutritionniste. Reste un sujet tabou de toutes ces expérimentations, ce sont les tarifs
proposer aux professionnels libéraux? Alors, ce n'est pas tabou, hein, justement, c'est des sujets qu'on évoque beaucoup. Dans les articles 51, comme on le disait, hein, Émilie, tout à l'heure, en fait, on a eu des premières expérimentations, donc on n'avait pas trop d'éléments, donc on a un peu tâtonné. Maintenant, on en a beaucoup, donc c'est vrai qu'on a borné les tarifs pour certaines professions. Et en fait, ce que je disais, on est sur des expérimentations, enfin, plus expérimentation pour MRTC, on est sur des dispositifs qui sont au forfait. Donc, il y a un forfait qui est versé à la structure. Hein, donc, j'évoquais les 80 € et les 110 € bilan séance. Donc, ça, ce sont les MSP, les centres de santé qui vont les toucher. Dès déclenchement d'un bilan, d'une séance, ils vont nous facturer à l'assurance maladie, on va les verser à la structure. Et après, c'est la structure qui voit avec les professionnels comment répartir cette somme. Ce qu'on évoquait sur les 3 autres projets. Il y a une clé de répartition qui est à définir. Hein, c'est le principe du forfait. Des enfants qui ont plus de séances, des enfants moins. Et c'est à voir entre la structure et les professionnels rémunérés. Je vous pose une dernière question. Oui. D'abord, je vous félicite d'avoir développé des moyens pour la prise en charge. Depuis ce matin, on parle qu'on n'a pas assez de moyens. Ma question, c'est sur l'évaluation, puisqu'on sait que une grande partie des enfants de moins de 8 ans et la majorité avant 5 ans évoluent spontanément favorablement, sans prise en charge. Donc, comment vous allez évaluer l'intérêt de votre prise en charge chez les plus jeunes? Autant les 10-18 ans, je veux bien le croire, autant les 3-8 ans, j'adhère pas. D'accord. Oui, donc c'est quelque chose qui va être mis en place là, dans les mois qui viennent. Il va y avoir une plateforme, Mission Retrouve ton cap, qui va être mise en place pour que les structures puissent justement saisir, que je vous disais, ils vont facturer à l'assurance maladie dès qu'il y a une séance, un bilan, on va avoir le forfait complet facturé. Il va y avoir une plateforme sur laquelle ils vont préciser pour chaque enfant combien de séances, combien de bilans. Donc ça va pouvoir permettre de suivre justement l'évolution. Je parle d'évaluation des résultats, c'est-à-dire de l'intérêt versus sur l'évolution de l'obésité en tant que telle après. Alors ça, pour l'instant, on n'a pas les définitions de l'obésité. Donc je pense que ce sera dans le cahier des charges qu'on attend avec impatience. Je pense que ce sera précisé, je l'espère, les modalités d'évaluation en tant que telles. On va pouvoir suivre financièrement via la plateforme combien de bilans, parce qu'en fait, est-ce qu'il y en a... Donc là, sur l'expérimentation, on était sur 2 bilans et 4 séances en moyenne. Donc là, on fait 1 à 3, 1 à 6. On va voir ce que ça donne dans le droit commun à une patientèle beaucoup plus large. Mais sur les impacts sur les enfants en tant que tels, ce sera suivi dans l'évaluation du dispositif au fil de l'eau. On n'a pas encore les modalités. J'espère que c'est important. J'avais présenté, je crois, ici il y a quelques années. On avait fait un travail contrôlé et randomisé à La Réunion, celui de La Réunion, sur la prise en charge des rebonds précoces d'adiposité, avec un recul de 3 ans sans aucune efficacité. Voilà. On espère que ce ne sera pas le cas. Avec un groupe témoin contrôlé et randomisé. Merci. C'est Jean-Michel qui va prendre la suite. Merci à tous les orateurs. Donc on va continuer la matinée avec une conférence. Et donc on a le très grand plaisir d'accueillir le professeur Martine Laville de Lyon. Donc Martine Laville est impliquée dans l'obésité, la prise en charge des patients et la recherche sur l'obésité depuis de nombreuses années. Elle participe au comité opérationnel de la feuille de route avec Olivier Ziegler. Elle est le médecin coordonnateur du CSO de Lyon. Elle est aussi la responsable du réseau de recherche sur l'obésité Force. Et donc, elle va nous parler d'innovation thérapeutique, ou plus spécifiquement d'innovation dans la dispensation de nouveaux traitements, et en particulier du traitement par sémaglutide. Donc pour vous faire partager ce qui se passe, voilà ce qui est en mouvement et ce qui est nouveau aujourd'hui dans le domaine du traitement médicamenteux de l'obésité. Donc merci beaucoup Martine de venir à notre journée régionale obésité Île-de-France. Merci beaucoup Jean-Michel de cette introduction. Merci à tous, merci de l'invitation. J'avais absolument pas compris qu'il s'agissait d'une conférence. On m'a dit il faut que je présente les données de l'ATU sémaglutide parce qu'on doit les avoir, parce que le laboratoire Novo doit les donner à l'HAS. Donc tu auras des données formidables à présenter aujourd'hui. Bien.
Donc j'étais en contact avec Novo, qui a effectivement transmis à l'HAS, mais comme l'HAS ne l'a pas publié, ben, on ne peut pas le dire. Donc j'ai quelques données comme ça que j'ai entendues, qu'on m'a dit, etc., mais pas plus. Bon. Mais par contre, ce qui est assez intéressant, c'est d'expliquer un peu ce que j'appellerais la saga de l'ATU. Bon, vous allez voir. Alors, on sait quand même qu'on est face à un problème d'une grande ampleur. Hein. Ce n'est pas ici que je vais l'apprendre. Et effectivement, les derniers chiffres qui ont été montrés font peur, hein, puisque l'incidence de l'obésité continue à augmenter en France, malgré tout ce qu'on fait, malgré nos plans de prévention. Donc, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose parce qu'on sait que l'obésité, c'est une vraie maladie, une maladie chronique qui se complique et qui est une maladie grave, qui est grave pour les patients, qui est grave pour la société, qui est grave pour les finances. Donc il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose, mais on connaît tous ce schéma qui montre que c'est pas si facile que ça de faire quelque chose. Parce que l'individu qui va développer un excès de poids, il est pris dans tout ça. Il est pris avec sa psychologie. Effectivement, tout le monde n'a pas la même psychologie. Il y a des gens qui aiment beaucoup bouger, il y a des gens qui aiment beaucoup manger, il y a des gens qui sont déprimés, il y a des gens qui sont très solides psychologiquement. Et puis, il est pris avec sa biologie. Il y a des gens qui vont être capables de prendre du poids et qui n'auront aucune conséquence santé ou très peu de conséquences santé. Puis il y a d'autres qui vont prendre du poids et avoir très rapidement des conséquences santé. Donc il est là l'individu. Et puis, en fait, pourquoi il prend du poids ? On va toujours dire la même histoire. Hein. C'est parce qu'il mange trop par rapport à ce qu'il dépense. OK, pourquoi pas. Mais l'individu, il mange ce qu'il trouve aussi, ce qu'il peut acheter avec ses moyens, ce que la production alimentaire offre, ce qu'il va trouver dans son supermarché du coin avec les moyens qu'il a. Et puis, il devrait bouger, cet individu, quand même. Voilà. Oui, il pourrait bouger, effectivement, dans des très bonnes conditions. Si, en plus, on a envie de bouger, mais dans des très bonnes conditions, il va bouger. Si il habite dans le centre-ville, il travaille à côté, il peut y aller à vélo. Et en plus, le week-end, il va dans le parc à côté, jouer avec ses enfants. Si par contre il habite dans une banlieue, qu'il est malgré tout obligé de prendre sa voiture parce qu'il n'y a pas de transport en commun et que ça lui prend, comme en banlieue chez vous, ou dans les transports, 1 heure, aller, 1 heure retour, ça laisse quand même très peu de temps pour bouger. Donc l'individu, il est là, avec sa biologie, puis aussi son mode de vie, hein, ses influences sociétales, comme on dit, c'est-à-dire combien il gagne, quel est le niveau d'éducation, quelle est sa culture alimentaire, sa religion, etc. Donc l'individu, il est là, l'obésité montre, et puis nous, on va être professionnels de santé. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va lui dire, fais pas ci, fais pas ça, dois faire ci, dois faire ça. Il va faire un peu ce qu'il peut. Et on est quand même intéressé à pouvoir agir, notamment agir effectivement, peut-être quand même avec des médicaments. Alors les médicaments, l'histoire des médicaments en France, vous la connaissez tous, hein, ça a été une histoire assez difficile, puisqu'on a eu quand même déjà 2 laboratoires français, le laboratoire Servier et le laboratoire Sanofi, qui avaient proposé des médicaments. Bon, on n'épiloguera pas trop sur le laboratoire Servier, mais malgré tout, c'est quand même le premier laboratoire qui avait fait une étude randomisée contre placebo avec l'isoméride. Bon, c'était la première démonstration qu'un médicament faisait mieux qu'un placebo. Bon. Après, il y a eu des mésusages et le drame avec les médicaments du poids, c'est la crainte des mésusages. Et ces nouveaux médicaments qui nous arrivent, il va falloir vraiment veiller à ce qu'il n'y ait pas de mésusage. Donc, on a eu plein de médicaments qui ont chuté. Et ils ont chuté pourquoi ? À mon avis, ils chutaient pas mal aussi parce qu'ils agissaient directement sur les centres de l'appétit. Et ça reste des choses quand même très, très sensibles avec beaucoup de risques d'effets secondaires. Alors, sont apparues maintenant des nouvelles classes de médicaments qui ont été utilisés dans le diabète, qui sont ces GLP-1 agonistes, ça, vous en avez tous entendu parler. Et puis, en plus, on a maintenant des médicaments ciblés dans l'obésité génétique.
Alors, le sémaglutide 2,4 dont on va parler aujourd'hui, c'est donc un analogue du GLP-1 qui a été utilisé dans le diabète, mais le laboratoire Novo a eu le courage quand même, je dois dire, c'est un courage de s'attaquer au traitement spécifique de l'obésité, compte tenu de l'importance du nombre de gens à traiter. Quand on développe un médicament très pointu pour une maladie très grave qui vous fait mourir très vite, les cancers, les hémopathies, eh bien, le rapport bénéfice-effet secondaire, il est en général en faveur du médicament parce qu'il y a tellement de risques à la maladie que le médicament va faire gagner quelque chose. La maladie obésité, elle est grave, elle a des complications, mais elle ne fait pas mourir les gens immédiatement. Et donc, s'il y a le moindre effet secondaire, votre médicament, il chute, et ce d'autant que vous êtes amené à traiter beaucoup de gens. Donc, le rapport risque-bénéfice d'un médicament de l'obésité, c'est vraiment très difficile. Donc, le laboratoire Novo a quand même voulu voir ces GLP-1 agonistes qu'il a développés dans le diabète, si, j'avance un peu dans l'histoire, mais c'est pas grave, si c'était pas intéressant dans l'obésité, et il a développé des études spécifiques dans l'obésité. Là, vous avez ce qui avait été fait en 2020 sur comme disent le pipe qu'il y a dans l'obésité. Et effectivement, alors qu'il y avait eu un peu une stérilisation après la chute des médicaments, quand un laboratoire a un médicament retiré par des effets secondaires alors qu'il a investi, ça fait un psychodrame pour le laboratoire, mais aussi pour tous les concurrents potentiels. Et on a effectivement maintenant un regain pour cette maladie si importante pour nous, avec beaucoup de médicaments qui sont en développement avec l'indication de l'obésité. Et donc là, on parle aujourd'hui du sémaglutide, mais il y aura d'autres médicaments et qui ne sont pas forcément sur cette liste, qui vont arriver probablement dans les années qui viennent. Alors, quand même, donc Novo Nordisk, qui a eu l'approbation initialement aux États-Unis à la FDA de leur médicament, le sémaglutide, ça paraît être vraiment un espoir sur le traitement de l'obésité, puisqu'à présent, à part la chirurgie, on n'avait pas de médicaments dédiés à l'obésité qui étaient assez puissants, et on en était toujours réduit quand même à essayer d'accompagner le patient pour modifier son mode de vie dans toutes les contraintes que je vous ai montrées sur la diapositive, dans les diapositives précédentes. Donc, on est dans un tournant et on est peut-être au début d'une nouvelle histoire qu'il va falloir complètement écrire. Quand c'est qu'on le donne, à qui on le donne, comment on se situe par rapport à la chirurgie, comment on suit les patients. Parce que la chirurgie, on sait ce que c'est barbare, mais quand ça marche bien, c'est peut-être fait une fois pour toute sa vie. C'est pas toujours le cas, mais tandis que le médicament, probablement, on est sur des traitements à vie et c'est pas des décisions qui se prennent à la légère. Là, j'aimais bien dans cet article, notamment le commentaire de Donna Ryan, qui disait que nos patients, on va avoir de multiples options pour le traiter, et il y aura des patients qui vont bien répondre à une telle drogue, d'autres qui vont en perdre beaucoup, d'autres qui vont en perdre trop. Et en fait, on n'a pas besoin forcément de la drogue la plus puissante, mais avoir un menu, toutes sortes de médicaments qui vont permettre de mieux traiter le poids et s'adapter à chaque patient. Donc, le laboratoire Novo a donc entrepris, avec son sémaglutide, de faire tous les essais phase 3. C'était les études STEP, de STEP 1 à STEP 5, allant jusqu'à des suivis de 104 semaines. Pour voir l'efficacité dans l'indication obésité, parfois dans l'indication obésité compliquée d'un diabète de type 2 ou un type 2 avec obésité, je ne sais pas comment il faut dire, moi je dirais une obésité compliquée de diabète de type 2. Et ils ont regardé donc l'effet contre placebo avec toujours ce design. Il faut être extrêmement prudent et maintenant que ce médicament va être disponible, il faudra vraiment veiller à faire l'escalade de dose de façon très progressive parce que bien sûr, dans les effets secondaires, c'est les effets
secondaires qu'on a avec les GLP-1 agonistes, qui sont des effets secondaires digestifs et qui vont être particulièrement importants puisqu'on arrive à des doses plus importantes que ce qui a été donné jusqu'à présent dans le diabète. Alors, comme toujours dans les essais, le médicament est donné contre placebo, mais il est quand même toujours associé avec des modifications du mode de vie, des conseils sur l'activité physique et de l'aide de diététiciens, diététiciennes. Alors, les résultats de cette molécule sont quand même des résultats qui sont assez impressionnants, que vous connaissez tous, mais vous avez une diapositive là qui vous les remontre. Qu'il s'agisse à la fois soit en intention de traiter, soit patient traité. On a ici sur 68 semaines, eh bien, on arrive à des pertes de 16% du poids initial. Et lorsqu'on était avec, en fin de traitement, ça monte à 18%. Et surtout, peut-être plus intéressant, c'est le pourcentage de patients qui perd plus de 5% du poids du corps, qui est à 86 contre le placebo, et plus de 10% à 70%, et plus de 15% à 50%. Donc, c'est des résultats quand même qu'on n'a pas vus avec les médicaments antérieurs qui avaient été retirés du commerce. Donc, des résultats qui apparaissent tout à fait intéressants. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que dans ces essais, des phases 3, les critères d'indication étaient des patients avec un IMC supérieur à 30 ou supérieur à 27 avec une comorbidité, donc des indications quand même assez larges. Et donc là, il y avait un commentaire dans le New England qui disait, voilà, ça a été fait, c'est une majorité de femmes de race blanche. Il faut quand même voir un petit peu avec d'autres types de populations qu'est-ce qui se passerait. Donc c'est très intéressant, mais il faut surveiller les bons répondeurs, etc. Donc ça, c'est la situation classique. Donc on a un médicament qui a fait toutes les études de phase 3 nécessaires pour avoir une autorisation de mise sur le marché et qu'il a d'ailleurs eu de la FDA et qui dépose des dossiers pour l'Europe et notamment à l'Agence européenne du médicament, mais qui a une stratégie effectivement très courageuse vis-à-vis de nous, la France, puisqu'il décide de proposer une demande auprès de l'ANSM et de l'HAS d'autorisation temporaire d'utilisation de leurs médicaments, donc le semaglutide 2,4, qui est un nom commercial, ou Wegovy. C'est courageux puisqu'il y a quand même cet historique très particulier de la France, avec notamment les deux firmes pharmaceutiques françaises qui ont chuté là-dessus et dont une a du mal à s'en remettre. Donc c'était courageux. En plus, les autorités françaises sont quand même connues pour être très strictes, ce qui est aussi une bonne chose, et avoir certainement, possiblement, des réticences pour accepter un médicament de l'obésité et surtout de le rembourser. Juste pour dire quand même que dans l'esprit, on avait voulu participer à une des études STEP, la France, et le comité d'éthique, enfin vous savez le CPP, avait refusé l'étude en disant que ce n'était pas éthique de proposer un médicament dans l'obésité. C'est dire que l'état d'esprit, donc il y a une des STEP de nouveau qui n'a pas été réalisée en France parce que le comité, le CPP, s'est tiré au sort, les CPP, qui a statué, a considéré qu'un médicament de l'obésité, c'était pas éthique, c'était pas bon, voilà. Donc, il n'y a pas eu en France cette étude STEP-là. Il y en a eu d'autres, donc c'est pas. Mais donc, c'était courageux. Et en fait, le laboratoire Novo s'est dit bon, en France, on va y aller avec. Tranquillement, en ciblant sur des obésités les plus sévères. Et donc, ils ont demandé une autorisation temporaire d'utilisation chez des patients avec un IMC supérieur à 40 et lorsqu'il n'y a pas d'alternative thérapeutique, en présence au moins d'un facteur de comorbidité lié au poids, hypertension, dyslipidémie, maladie cardiovasculaire, apnée du sommeil.
Bon, ils n'avaient pas mis le diabète parce qu'ils avaient d'autres études sur le diabète, etc. Donc, ils s'étaient mis dans un cadre plus restrictif que les études STEP, plus restrictif que ce qu'ils avaient eu pour l'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis à la FDA. Donc, ils ont fait ces démarches auprès de la NSM et de l'HAS. En plus, ils ont eu des petits soucis qui ne sont pas des vrais petits soucis. Ils ont changé le stylo. Donc, c'est des injections, une injection hebdomadaire. Et en cours de route, par rapport au dépôt initial, ils ont changé le stylo. Donc, ils ont été obligés de refaire la demande. Mais ça a été évalué très favorablement. Et ils ont eu cette autorisation d'accès temporaire, d'autorisation temporaire d'utilisation le 14 mars 2022. Mais pas de chance, ou chance, on ne sait pas. Le contexte des ATU est en bouleversement en France et était déjà changé quand ils ont eu l'ATU. Donc la notion d'autorisation temporaire d'utilisation disparaît pour une notion d'accès précoce. Alors pourquoi ils ont fait ça ? Ils ont fait ça parce que, en particulier, les ATU étaient quelque chose donc, qui était demandé par la NSM et l'HAS pour voir l'ampleur de l'utilisation du médicament et puis surtout rechercher les effets secondaires. Et le laboratoire qui avait l'initiative ne faisait pas de contrat avec les établissements qui allaient remplir, qui allaient donner le médicament, qui allaient surveiller, etc. etc. Et notamment les suivis, les CRF, le registre médical était mal rempli parce qu'en fait, personne n'avait le temps de le faire et qu'il n'y avait pas eu d'argent dédié, notamment pas d'attaché de recherche clinique, etc. Donc la loi change pour que lorsqu'il y a un accès précoce, il y a une négociation avec le laboratoire qui, outre le fait qu'il va fournir gratuitement de médicaments, qui s'engage à transmettre bien sûr toutes les données qui lui appartiennent, il va signer des conventions avec les établissements pour que les établissements, le pharmacien qui délivre, les cliniciens qui incluent, aient un dédommagement proportionnel au travail à faire. Donc c'est arrivé en même temps que l'histoire de Novo. Et donc en fait cet ATU qui a commencé le 14 mars a dû être réévalué pour passer à l'accès précoce. Alors quand même, au moment de l'ATU, on a été un groupe donc je n'ai pas marqué mon conflit d'intérêt, mais je fais partie du groupe de Novo qui a travaillé sur le cahier sur l'ATU au départ. On a essayé de se dire c'est quand même un moment incroyable en France où on a la chance qu'ils aient décidé de faire ça en France. C'est une chance formidable pour nos patients d'avoir le médicament de façon gratuite. Et dès qu'on en a parlé, on a des listes, des tableurs Excel de centaines de patients dans les CSO qui voulaient et qui téléphonaient, et c'est quand qu'on a le médicament, etc. Donc c'était super. Mais on a dit, mais nous, on veut mieux comprendre, on veut savoir. Donc on va demander beaucoup de choses à renseigner pour mieux comprendre quel type de patient va en bénéficier. Et donc, on a donné un petit peu à Novo nos desiderata dans ce qu'on appelle le phénotypage, c'est-à-dire la caractérisation des patients. Ils ont eu les desiderata de la NSM, enfin, ça a fait un petit micmac, mais ça aboutit à un ICRF qui était quand même bien costaud, qui, après, quand on va vouloir extraire telle population, on va dire « Ah, mais on n'a pas tous les renseignements qu'il nous faut ». Mais il y a tellement de renseignements que, comme c'était au registre de l'ATU, il est très probable que tout le monde n'a pas rempli tout ce qui était à faire et qu'on va peut-être manquer de données. Donc ça, c'est simple, c'est les critères d'éligibilité. On demandait quand même la moindre des choses, le poids, la taille. On essayait d'avoir quand même une composition corporelle avec soit de la DEXA, soit de l'impédance-métrie, donc masse grasse, masse maigre, pour quand même savoir un peu mieux. Le poids, c'est quelque chose, mais on est tous d'accord que c'est très réducteur pour caractériser un patient. On voulait savoir le tabagisme, on voulait savoir s'il y avait de l'alcool, s'il y avait des antécédents de diabète dans la famille, des antécédents de surpoids, s'il y avait des troubles du comportement alimentaire, et ils ont essayé de les caractériser
par ça. C'est un peu rudimentaire, mais quand même. Et hypertension, est-ce qu'il y a une dyslipidémie, est-ce qu'il y a une maladie cardiovasculaire, quelle était la diététique qui était prescrite au moment de l'inclusion du patient, est-ce qu'il y avait de l'activité physique et qu'est-ce qu'on allait proposer comme activité physique. Ensuite, on avait quand même quelque chose sur l'historique du poids. Alors, sur les tentatives antérieures de régime, le poids dans les derniers mois, le poids des parents, et puis on essayait de caractériser ce qu'il y avait une obésité rare, monogénique ou syndromique. On regardait dans les antécédents, et il y avait un menu déroulant pour caractériser les antécédents. Tout ça, ça prend du temps. Hein. Après, voilà. Plus un examen clinique, là, qui est généralement fait, plus la HAS ou la NSM, je ne sais plus, je crois que c'est la NSM, qui a demandé de façon un peu surprenante à faire tout ce bilan tous les mois, ce que c'était particulièrement surprenant. Et puis, la possibilité de calculer des indices de résistance à l'insuline. Ensuite, il y avait bien sûr un suivi de l'augmentation des doses et des éventuels effets secondaires au traitement. Et puis des fiches de suivi, etc. J'ai dû sauter, on demandait bien sûr s'il y avait une chirurgie bariatrique, mais par exemple, on n'avait pas l'ancienneté de la chirurgie bariatrique, il n'y avait pas tout, on ne caractérisait pas bien les troubles du comportement alimentaire, mais c'était quand même déjà très lourd à remplir pour, là, c'est tout le suivi du traitement, on revoit les fiches, etc. Quand même très lourd à remplir. Il y avait aussi, c'est là que c'est la gestion, est-ce qu'il y a eu des médicaments donnés pour le poids? Est-ce qu'il y a d'autres traitements concomitants? Enfin, voyez. Voilà. Donc, mars, ça part. C'est surtout les centres qui avaient déjà tout leur tableur Excel qui commencent à inclure. Vu qu'il y a énormément de visites, il y a un suivi obligatoire à 3 mois, à 6 mois, etc. Les agendas se chargent. Les collègues disent « mais c'est horrible, j'y arrive pas ». Puis il y a des auto-questionnaires pour les patients. Bon, voilà. Donc l'ICRF, il est bien, mais il est rempli comme les gens ont pu. Donc, je vous expliquais qu'en même temps, il se passe des choses. On passe de la TU à l'AP. Du coup, Novo doit aller voir l'HAS, la commission de transparence, pour demander ce passage à l'accès précoce. Et c'est Séverine Ledoux, ici présente, qui défend le dossier. Elle défend le dossier tellement bien qu'il n'y a aucun problème avec la commission de transparence et que ça va passer de la TU à l'AP. Mais ça, c'est le 6 juillet que Séverine est là. Et on trouve sur Internet tous les commentaires intégrales, avec des questions un peu bizarres qu'ont posées parfois les experts. Je pense que... Bon, enfin bon, no comment. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé en parallèle? C'est qu'en parallèle, Novo avait déposé son dossier à l'agence européenne. Et le 21 juillet... bingo, ils ont l'autorisation de l'EMA, de la mise sur le marché, donc EMA européen, mais qui est valable pour tous les pays de l'Europe. Possibilité de mise sur le marché, mêmes indications que dans STEP, IMC supérieur à 27 avec comorbidité ou IMC supérieur à 30. Du coup, l'HAS se retrouve plus dans... Si on regarde un peu les histoires de phase, on se retrouve maintenant dans un accès précoce post-AMM. Puisque maintenant, il y a l'AMM. Et du coup, l'accès précoce post-AMM, ça fait bien de l'accès précoce. Mais pour finir, l'HAS, il trouve que la messe est dite, quoi, donc tout est fait. Et notre beau ICRF bien bâti, tout ça, les visites obligatoires, les prises de sang tous les mois, tout ça, tout saute, tout saute. Et depuis le 21 septembre, l'ICRF est bloqué et on peut juste mettre à peu près le nom, le poids, enfin voilà, pas grand-chose pour pouvoir le médicament et une visite de fin de traitement. Donc on se retrouve dans quelque chose qu'on avait voulu vraiment intéressant par rapport à la population de patients, avec une difficulté de pouvoir continuer à saisir des données intéressantes, alors qu'on avait, avec force, là, notre consortium de recherche clinique dans l'obésité, on s'est réunis avec tous les collègues en disant, bon, Novo, effectivement, va utiliser ces données pour les donner à l'HAS,
pour montrer la sécurité d'emploi. Mais nous, on a là une cohorte incroyable sur des indications qui sont différentes des études STEP et en vie réelle, sur des patients plus compliqués, avec un indice de masse corporelle supérieur, etc. C'est extrêmement important de savoir comment le médicament agit dans ces conditions-là, qui répond bien, qui ne répond pas bien. On a fait des groupes de travail, on s'est dit on veut savoir dans telle et telle caractéristique comment le patient répond. Novo était d'accord pour nous aider, pour nous donner les données pour qu'on puisse faire ces recherches. Et là, on est un peu mal parce que les patients qui vont être inclus, eh bien, on est obligé de revoir avec Novo si on ne peut pas récupérer l'ICRF complet, etc., etc. Voilà. Donc c'est plutôt la saga que je vous raconte, ou des choses qui sont une super nouvelle pour finir pour les patients, qui sont la mise à disposition du médicament, la simplification de cet accès précoce. Mais d'un autre côté, ben, on a un petit risque d'y perdre des choses sur une cohorte qui aurait été unique. On va essayer de se battre quand même pour y arriver. Alors, les fameuses données que j'ai pas et que voilà, donc au téléphone, je peux dire ça. Bon, voilà. Donc, de mars à juillet, dans le contexte de l'ATU, il y a eu 534 patients inclus, d'âge moyen 51,8 ans, 78% de femmes et d'indice de masse corporelle à 47,5. Donc, c'est vraiment loin des indications classiques de STEP. 32 sur les 534 avaient des antécédents de chirurgie bariatrique, 15% d'anneaux, 28% de bypass, 34% de sleeve et 6% de dérivation. Dans les comorbidités, donc le diabète était exclu, mais pour finir, il y a eu 2% de diabète type 2 non insulino-traité, 55% d'HTA, 47% de SAS, 37% de dyslipidémie. Mais les maladies cardiovasculaires avérées, c'est pas ça, c'est une erreur que j'ai là. C'était 6% de maladies cardiovasculaires avérées. Donc des patients avec une obésité sévère et quand même des complications. Voilà. Alors, au 21 septembre, on passe de l'ATU avec l'ICRF à remplir extrêmement compliqué à l'AP où il n'y a rien à faire pratiquement. Et on a maintenant en tout 1339 patients. C'est-à-dire qu'on est passé de 534 à 1339, puisque c'est beaucoup plus facile de prescrire. Voilà. Donc il y a 57 centres qui sont en train d'inclure les patients. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que donc l'AP, l'autorisation, l'accès précoce, il est pour 1 an. Alors ça varie, il y a suivant les documents officiels, des fois ça départ du 5 août, des fois ça départ du 21 septembre, c'est pas très clair. Mais en tout cas c'est pour 1 an, renouvelable à 1 an s'ils n'ont pas le remboursement. Et bien sûr, tous les patients inclus, on doit leur fournir le produit jusqu'à ce qu'ils puissent le trouver dans le commerce. Voilà. Beaucoup, il y a des centres qui incluent beaucoup. Voilà. Alors, juste, ça c'est une diapo d'Emmanuel 10 à Lyon. Ça marche. Là, c'est une de ces patientes qui a toute une histoire. Hein. On enlève l'anneau, on lui met du Lyra, une baisse, voilà. Et beau résultat, beau résultat. Ça marche, mais ce que j'entends dire partout, c'est pas comme dans les essais. C'est pas comme dans les essais. C'est beaucoup plus compliqué, beaucoup d'effets gastro-intestinaux, beaucoup d'hétérogénéité de réponse par là. Et puis, vraiment, importance de la gestion de l'escalade de dose. C'est pour ça que si demain c'est prescrit, il va falloir quand même vraiment respecter des règles, revoir les patients de façon serrée, au moins jusqu'à la stabilisation de l'escalade de dose. Et puis, on revient toujours avec notre question. Hein, nous, on aimerait bien savoir qu'est-ce qui se passe, puisqu'il y en a qui sont, on a vu 32 dans la première cohorte, et là, il va y en avoir beaucoup plus. Qu'est-ce qui se passe pour les gens qui sont en échec de chirurgie bariatrique? Est-ce que ça marche sur l'hyperphagie-boulimie? Est-ce que ça calme notamment ces hyperphagies? Il semble que oui, plutôt. Est-ce que ça marche? Là, on a inclus des gens, des Prader-Willi, peut-être même quelques Bardet-Biedl. Donc, est-ce que ça marche? Et on a un IMC moyen, là, j'ai pas les écarts types, à 47. Donc, on a forcément des super-obésités, supérieures à 50, supérieures à 60. On aura des données au moins parcellaires sur la masse musculaire. On aimerait savoir est-ce que ça marche dans la sarcopénie, est-ce que ça marche avec les traitements psychotropes. Donc on se bat quand même.
pour essayer d'avoir une étude de cohorte, donc transformer ça par une étude de cohorte, pouvoir avoir un accès à l'ICRF pour qu'on puisse inclure, et puis même un ICRF parce qu'on est gourmand, on a trouvé qu'il n'y a pas assez de données, on veut en rajouter, parce que Séverine qui s'occupe du groupe chirurgie, elle a besoin de savoir depuis quand date la chirurgie, quel avait été l'effet de la chirurgie, etc. Effectivement, il y a besoin de quelques précisions. Donc on espère qu'on va y arriver. Novo est plutôt volontaire, ce qui aussi est relativement courageux, parce que si on risque de ne pas trouver tout à fait les mêmes choses que dans STEP, dans cette population particulière. Mais après, il faut l'accord du local, de l'européen, du global et tout. Donc, affaire à suivre. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est quand même à un tournant de l'histoire de l'obésité et de ses traitements, qu'on a la chance d'avoir ce médicament et qu'on en aura certainement d'autres, mais que tout est à réinventer ou à inventer, qu'il prescrit. Donc là aussi, on ne peut pas le dire, mais c'est écrit, mais c'est pas. Donc le Novo demande à ce qu'il y ait un remboursement pour les IMC supérieurs à 30 avec initiation par les spécialistes. Voilà, donc ils demandent, je ne sais pas ce qu'ils auront. Bon, à qui, comment, mais prudence quand même, parce que les drogues, elles ont toutes chuté sur le mésusage. Et si on fait n'importe quoi avec ces belles drogues qui nous arrivent, eh bien, on aura la même histoire. Et donc, à rester quand même avec des gens formés, on revient à la formation, formés à la prescription, formés aux effets secondaires, qui soient purement digestifs ou psychologiques, etc. etc. Et donc, on a une belle histoire devant nous, mais il ne faut pas la gâcher. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Martine. Donc, effectivement, des opportunités vraiment intéressantes pour les patients et aussi pour la prise en charge pour mieux définir le profil de ceux qui vont répondre le mieux à ces traitements. Alors, les organisatrices de cette journée sont très inquiètes parce qu'effectivement, on est un peu en retard. Donc, mais il y a quand même, on va prendre le temps d'une question. Donc il y a une question ici. Bonjour, merci pour le topo. Je voulais savoir si vous avez des données de concentration de GLP-1 plasmatique avant la mise sous sémaglutide, pour notamment explorer l'hétérogénéité de réponse. C'est-à-dire que comment sont les patients avant la mise sous traitement? Est-ce qu'il y a une hétérogénéité à jeun et en postprandial et est-ce que c'est quelque chose que vous voulez développer, de doser le GLP-1 en routine, je ne pense pas, mais dans notre cohorte, on souhaite aussi déposer en cohorte pour les nouveaux inclus, faire une biobanque avec un des objectifs, effectivement, est de doser le GLP-1 avant. Et puis de voir dans les marqueurs de réponse, quoi. On est extrêmement intéressé de se connaître les marqueurs qui soient comportementaux, biologiques, de la bonne ou mauvaise réponse à ces traitements. Alors je ne sais pas, il y a peut-être dans la littérature, dans les essais, mais pas tant que ça, non. En tout cas, nous, ça fait partie de nos objectifs. Voilà, merci pour la question. Merci beaucoup. Donc on va clore cette matinée. Merci beaucoup, Martine. Donc vous avez une autorisation temporaire de manger. Donc par contre, il faut revenir à 13h45 pour la suite de la journée.